Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la silver economy. Face au vieillissement de la population, il y a un énorme enjeu en matière de logement de nos aînés. C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Christiane Flouquet, bonjour. Vous êtes directeur de l'action sociale à la CNAV Île-de-France, et Marc Le Breton. Bonjour, vous êtes gérant de Vision, qui dépend du groupe Duval, et vous concevez et réalisez des résidences-services seniors. Juste avant de commencer de définir toutes ces maisons, résidences autonomie, EHPAD, on ne dit plus maison de retraite aujourd'hui, quel est l'enjeu en termes de vieillissement de la population et besoins en matière de logement ? Alors, deux, trois chiffres pour fixer le problème. Aujourd'hui, les seniors fragilisés, donc plus de 75 ans, ça représente un peu plus de 9% de la population en France. Mais dans les 10-15 ans qui viennent, ces 9% vont devenir 13%, notamment à cause de l'arrivée des baby-boomers. Donc effectivement, c'est une classe d'âge qui va devenir très, très, très nombreuse, d'une part. Par ailleurs, comme vous le savez, l'espérance de vie, 3-4 mois par an, quand on cumule ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'espérance de vie pour des seniors d'aujourd'hui, on prend 5 ans tous les 15 ans. Donc c'est considérable. Et donc il y a effectivement une nouvelle problématique, en tout cas une problématique qui se renforce de logement intermédiaire. Alors, sur ces logements qui existent pour nos aînés, on parlait autrefois de maisons de retraite. Aujourd'hui, il y a différentes maisons. Madame Flouquet, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents types de maisons qui existent ? Oui, alors on va d'abord parler effectivement des maisons de retraite, parce que ça reste quand même une terminologie qui parle à tous les acteurs. Maisons de retraite, aujourd'hui, ce sont les EHPAD, sont donc des établissements médicalisés pour les personnes retraitées, très vieillissantes et plutôt dépendantes. Aujourd'hui, la moyenne d'âge pour entrer dans une maison de retraite, c'est 91 ans. Voilà, donc ça donne déjà un peu le cadre dans lequel ça se situe. Nous allons aussi donc parler des résidences autonomie. Les résidences autonomie, c'est un mot nouveau puisqu'il vient d'être créé par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV, mot peut-être un peu plus connu encore que. Mais ces résidences autonomie, en fait, caractérisent ce qui était avant les foyers logements. Et on va encore longtemps parler des foyers logements, parce que pour obtenir la qualification de résidence autonomie, il faut satisfaire un certain nombre de critères pendant une durée de 5 ans. Voilà. D'accord. Donc, foyer logement, résidence autonomie, maison de retraite. On pourrait aussi enrichir la terminologie en parlant des MARPA, qui sont des établissements aussi résidence autonomie, mais beaucoup plus petits, puisqu'ils peuvent recevoir au maximum 25 personnes. Et il y a également les résidences services seniors, comme ce que vous produisez. Tout à fait, ce qu'on gère, ce qu'on propose. Effectivement, ça répond aux mêmes besoins. Donc, c'est une population fragilisée, non dépendante. Et donc, c'est un logement adapté avec les services qui vont bien, en général placés en centre-ville. Ça permet aux gens de se rapprocher en fait, des services et des activités. Donc, c'est la même chose que la résidence autonomie, mais destinée à des gens qui ne peuvent pas bénéficier d'aide, qui ne peuvent pas être sous conditions de ressources, donc des gens qui ont plutôt des revenus plus élevés. D'accord. C'est ça la différence essentielle. Quelle est la différence entre la résidence autonomie et la résidence service senior? Pour moi, la résidence autonomie est un produit qui est financé par des bailleurs sociaux, exploité, géré par des collectivités territoriales et à destination d'une population sous conditions de ressources, pour faire simple. Alors qu'à l'autre bout, les résidences services seniors sont plutôt destinées à une population qui, elle, a des revenus qui lui permet d'aller dans une offre plus commerciale. Mais fondamentalement, c'est le même produit. Alors, il va être peut-être différent qualitativement et en termes d'emplacement et en termes de niveau de service, mais c'est destiné à la même population. Est-ce vraiment destiné à la même population Alors, en tout cas, les services sont prévus d'une manière identique aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va faire une hiérarchie suivant les ressources. Ça serait quelque chose de terrible de donner cette notion-là. On peut peut-être parler de l'antériorité des résidences autonomie par rapport aux résidences services. Des foyers logements, il en existe depuis 30-40 ans. Et à l'époque, c'était effectivement une solution qui n'était pas forcément attractive pour le secteur commercial. Donc, ça a été construit
pour des personnes dont les ressources étaient plutôt basses et qui ne pouvaient plus vivre à leur domicile. Dès cette époque-là, l'idée du logement avec des services collectifs a été conçue. Ces résidences existent toujours, ces foyers existent toujours. Ils ont malheureusement souvent vieilli et ont besoin d'être améliorés. Les résidences-services, mais là je laisserai effectivement compléter, les résidences-services étant plus récentes ont pris en compte d'une manière beaucoup plus dynamique les besoins des personnes âgées autonomes et on offre des services aujourd'hui apparemment plus attractifs. Plus moderne. Moderne, voilà. Quelque part, si on veut comparer avec le marché immobilier classique, on aurait d'un côté les résidences-services, c'est l'immobilier privé, et les résidences autonomie, c'est plutôt le public, le HLM. Est-ce qu'on peut schématiser comme ça? Ou c'est trop gros comme caricature? C'est un peu trop gros quand même, mais c'est vrai que la plupart des résidences autonomie, en tout cas des foyers logements encore aujourd'hui, sont gérés par des bailleurs sociaux. D'accord. Appartiennent à des bailleurs sociaux. Quels sont les services que l'on trouve à l'intérieur de ces résidences? Exactement les mêmes ou pas? Non, même dans la famille des résidences services seniors, il y a énormément de disparités. Il y a aujourd'hui certaines résidences qui sont des purs projets immobiliers où le service se résume à un gardien, un régisseur. Bon, c'est probablement quelque chose qui va disparaître puisque l'attente aujourd'hui est plus importante. Les gens veulent du 24/24, ils veulent du gardiennage, ils ont besoin de quelqu'un le week-end, ils veulent de la restauration, ils veulent un coiffeur, une esthéticienne, une petite salle de sport, un centre de... Voilà. Donc il y a une demande qui fait que aujourd'hui, la plupart des offres qui existent, on voit une douzaine de collaborateurs qui y travaillent directement. On voit des parties communes de 600, 700, 800 mètres carrés, au-delà des appartements dans lesquels, T1, T2, T3, dans lesquels résident les seniors. Donc en fait, ce sont des appartements pour les seniors adaptés et en dessous, des espaces communs et des services qui varient un petit peu d'un fournisseur à l'autre. Voilà. Oui, je crois qu'il est important effectivement de dire que d'abord, dans ces résidences, dans ces logements intermédiaires, quel que soit leur statut, sont d'abord des appartements adaptés. Et ça, c'est quand même très important. Alors pour les résidences-services, bien sûr, c'est déjà le cas puisqu'elles se construisent en étant adaptées. Les nouvelles résidences autonomie, telles que la CNAV les soutient aujourd'hui, doivent aussi être adaptées. Reste le gap de ces foyers logements très anciens qui doivent s'adapter pour permettre aux personnes de vieillir plus longtemps sans passer à la maison de retraite. Donc ça, c'est quand même important d'insister sur l'équipement du logement. Ensuite, il y a les services. Et effectivement, l'idée, c'est que des services collectifs doivent exister. Alors, on va partir du minimum qui est une salle commune. Et ça, c'est bien sûr indispensable. Après, il y a la notion de service auxquels les résidents pourront accéder. Côté foyer, logement, résidence, autonomie, on est assez sensible à la notion du tout compris. Donc des services qui doivent exister, qui doivent être faciles d'accès et compris dans les charges. C'est souvent le cas. Peut-être que la différence avec les résidences-services, c'est qu'il y aura peut-être beaucoup plus de services à la carte, donc payés en plus, clairement. Nous, notre souci, c'est de veiller en tant que CNAV, et la loi ASV a répondu à cette demande-là, c'est que les services possibles soient des services accessibles, donc solvabilisables, et donc du coup utilisables très facilement. Alors justement, on parlait de solvabilité. Combien ça coûte d'être dans une résidence autonomie ou foyer logement ou dans une résidence service? C'est quoi les prix? Comment ça fonctionne? Quel est le coût de ces maisons? Je vous laisse parler du pour les résidences service. Au niveau des résidences donc commerciales, les résidences services seniors, y a une... Parce que souvent on dit que c'est très cher. Non, enfin, oui. Là encore, comme l'écosystème est très diversifié, il y a des offres purement immobilières avec peu de services qui sont pas trop chers, qui sont proches des loyers d'une copropriété, objectivement. Et puis, il y a de l'autre côté des offres, effectivement, destinées à une population ciblée plutôt sur le dernier décile et qui sont effectivement assez coûteuses. Donc, on va avoir des solutions qui peuvent démarrer à moins de 1 000 euros. Hein. Par contre, on a des offres qui sont à plus de 2 000 euros par mois avec des services très haut de gamme destinés à une population, vraiment ce qu'on appelle le dernier décile. Hein. Bon, nous, notre ambition, et on est plusieurs, je crois, avec cette volonté aujourd'hui, c'est d'avoir une offre intermédiaire
intermédiaires qui nous permettent de toucher non pas 10% de la population, mais plutôt 30 ou 40% de la population, et avec des séjours tout compris, hors restauration, mais tout compris en termes de sécurité, de sérénité, d'accueil, les charges, la TVA réduite, la location meublée, les espaces communs, le goûter, enfin tout ça, donc tout compris, et le personnel bien sûr, hein, la douzaine de collaborateurs dont je vous parlais, on va s'échelonner entre 1 000 € par mois pour un T1 d'une trentaine de mètres carrés et 1 500 € par mois pour un T3 de 60 mètres carrés pour un couple. Les prix que je vous donne sont des prix de province, bien évidemment. Quand on fait une résidence-service à Paris ou en première couronne, on est forcément sur des loyers très différents. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres qui sont en train de se positionner sur cette gamme de prix. Donc, c'est des prix qui, pour une population CSP, CSP+, c'est une vraie alternative au rester chez soi. Il y a un vrai enjeu financier en Ile-de-France sur le logement et pour les résidences autonomie. On peut aussi rappeler que pour les foyers logements et les résidences autonomie, le prix est réglementé. Donc déjà, c'est une base qui est donnée par le département et donc les prix sont généralement entre 600 et 1 200 € maximum. Voilà. Ce qui est forcément une contrainte pour le propriétaire et pour le gestionnaire. En tout cas, c'est dans ce cadre-là. Et ce qui est important pour nous, c'est finalement le reste à charge pour la personne. Et ce reste à charge, pour nous, doit, même en Ile-de-France, ne doit généralement pas être supérieur à 600-700 €. Hein, voilà. Oui. Donc c'est ça la règle. Alors du coup, ce sont des logements souvent assez petits, c'est-à-dire qu'on est encore aujourd'hui sur des T1, T2. C'est vrai qu'il y a rarement des résidences autonomie avec des T3. Hein, Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques pour pouvoir rentrer dans une résidence autonomie ? Comment on rentre dans une résidence et quel est le process? Alors, en tant que Caisse nationale d'assurance vieillesse, je peux plutôt vous parler de comment les résidences autonomie peuvent bénéficier de l'aide de la CNAV. C'est plutôt dans ce cadre-là. Malgré tout, le point d'entrée, c'est la notion d'autonomie. Autonomie, alors ça pourra être barbare pour certaines des personnes qui nous écoutent, mais les personnes autonomes sont des personnes qui ont un girage, un niveau d'autonomie qui est niveau 5-6. Alors que dans les EHPAD, c'est 4 et moins. Hein, donc les plus autonomes, c'est les 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon. Donc 6 et 5 donc, sont des personnes autonomes. C'est-à-dire qu'une personne qui est retraitée, il suffit qu'elle soit retraitée, elle peut avoir 60 ans, 62 ans aujourd'hui, et rentrer, si elle le souhaite, dans une résidence autonomie. C'est le critère de base. Après, le reste, c'est plutôt une question d'adhésion au projet de vie. Hein, voilà. Mais ce sont les seuls critères vraiment importants. Et donc, il faut aller les visiter, voir le futur lieu où on pourrait loger, habiter. Oui, bien sûr, il est important de connaître ces constructions-là. Et d'ailleurs, nous demandons, généralement aux résidences autonomie d'accueillir le plus possible des personnes de l'extérieur. C'est un critère. L'ouverture sur la ville. Aujourd'hui, on est de plus en plus, même si on n'est pas résidence-service, on est de plus en plus localisé au cœur de la ville. Et on doit être proche des habitants. Et lorsque la résidence autonomie est gérée par un centre d'action sociale, donc par une commune, forcément, son objectif, ça sera de mélanger les habitants de l'extérieur et les habitants du foyer logement. C'est très important. Et quelles sont les conditions pour rentrer dans une résidence-service? C'est ouvert à tout le monde. Tout ce que vient de dire Madame s'applique bien sûr à la résidence-service. Donc il faut être autonome. Donc on a les mêmes contraintes, même si on n'est pas un établissement médico-social. Hein, donc on n'a pas de personnel médical. On a le bon goût d'avoir en rez-de-chaussée une infirmière libérale, un kiné qui gère le centre de remise en forme, d'être à côté souvent d'un pôle médical. Mais nous ne sommes pas un établissement de santé. Donc les gens restent chez nous, rentrent chez nous et restent chez nous tant qu'ils sont dépendants. Mais il y a un moment donné, si leur état de santé le justifie, ils doivent alors aller dans l'EHPAD qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Alors après, on n'a pas beaucoup encore de clients de 62 ou 65 ans, c'est un peu plus tard, mais c'est vrai on aime essayer de faire entrer des gens qui sont en couple encore 70, 75 ans, pour avoir une résidence la plus vivante possible et la plus ouverte possible sur la ville, bien sûr. Avoir une mixité intergénérationnelle. Il faut rappeler effectivement que la loi, elle, prévoit pour les résidences autonomie qu'il peut y avoir des personnes dépendantes
dans une limite de 10%. C'était déjà le cas avant, mais c'est renforcé aujourd'hui. Ça peut même aller jusqu'à 15% d'une population mixte. Mixte, ça pourrait même être des étudiants. Voilà. Donc là, on est dans des projets d'intergénérationnel qui ont besoin d'être construits. On commence à retenir des projets où des étudiants sont logés pour jouer un peu un rôle d'animateur aussi, hein, de donner cet élan de dynamisme. Alors, juste pour terminer, parce qu'on a bien défini ce qu'était une résidence autonomie et ce qu'était une résidence service, l'offre est assez importante. Et comment s'y retrouver? Comment les trouver, ces différentes résidences? Quel est le meilleur moyen, d'après vous? Alors, il y a aujourd'hui sur Internet beaucoup de portails qui se proposent d'aider les gens à trouver la résidence qui va bien en fonction de leur budget et surtout en fonction de leur localisation. On trouve aussi, on fait des recherches sur Internet. Souvent, ce sont les enfants qui recherchent pour les parents qui ne sont pas encore geeks. Mais quand vous dites beaucoup d'offres, aujourd'hui, les résidences services seniors, c'est 500 résidences en France. 150 de type purement immobilière, 350 avec quand même des services comme ceux qu'on vient d'évoquer. Mais tout le monde aujourd'hui anticipe que ce nombre va doubler, tripler dans les 15 ans qui viennent. La demande est là. Madame Fouquet. Alors bien sûr, il existe des annuaires. Ils sont consultables effectivement sur Internet. Je crois que le vrai point d'entrée, c'est la proximité. Généralement, lorsqu'un enfant, lorsqu'une personne cherche un logement, il cherche est-ce qu'il y a une résidence autonomie près de chez moi, près de chez mes enfants. Et là, on renvoie aux services de proximité que sont les communes, que sont les centres locaux d'information et coordination, ces fameux CLIC qui existent, qui doivent jouer ce rôle-là d'information, de comparaison aussi. Et puis, ils peuvent aussi s'adresser aux caisses de retraite, qui peuvent donner des informations sur les établissements qu'ils connaissent. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces informations. 360 se termine. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur la chaîne YouTube Salon des services à la personne TV. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.